Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à Droit à la parole. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve pour notre émission. Nous avons une histoire secrète, vous et moi. Nous avons partagé ensemble des moments importants. Aujourd'hui, je vous offre un autre moment important parce que notre pays est dans une phase essentielle qu'on appelle la phase de la validation. Nous sommes donc en train d'attendre la décision internationale sur comment nous avons géré le dossier de la transparence dans les secteurs de ressources naturelles. Mais on ne parle pas encore de ça, il faut attendre que la réponse vienne. Mais en attendant, il nous a paru important de faire un peu le point sur ce processus de l'ITIE, le processus qui a commencé il y a une vingtaine d'années et qui devrait pousser les entreprises congolaises, celles qui sont installées ici, à jouer de la transparence en déclarant ce qu'elles payent à l'État congolais. Et l'État lui aussi devrait jouer le même jeu en déclarant ce qu'il reçoit de ces entreprises. Ainsi, le Congolais moyen que nous sommes tous, nous saurons comment sont gérées les ressources naturelles qui sont d'ailleurs les facteurs clés de notre développement. Voilà, pour parler de cette question, j'ai le plaisir de recevoir encore une fois les coordonnateurs de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les secteurs extractifs. Monsieur Jean-Jacques Kayembe, bonjour. Bonjour Willy, je suis très heureux d'être avec toi dans cette émission. Moi aussi ça me fait plaisir parce qu'avec le temps, on finit par s'apprécier mutuellement, même si maintenant là, nous avons des rôles un peu différents. Vous allez répondre aux questions que se pose l'opinion, en espérant avec beaucoup de franchise. Voilà. Monsieur le coordonnateur, vous avez pris cette fonction, vous avez entamé une grande activité. L'ITIE était un peu au ralenti. Là, nous sommes en train de remonter. Si je vous demandais, dans la marche de la résurrection de l'ITIE, nous sommes à quel degré? Merci beaucoup Willy. Quand nous sommes rentrés à l'ITIE en 2020, nous avions un objectif avec une feuille de route bien claire, tracée, pour que nous puissions amener le pays à un niveau élevé de transparence dans le secteur des ressources naturelles. Et la feuille de route avait 5 axes qui est très clair. Il fallait redynamiser les activités de l'ITIE, donc que le comité national de l'ITIE puisse reprendre sa place. Il fallait travailler sur la redevabilité et des entreprises et des administrations. Il fallait accentuer le débat public. Donc, il y a un axe précis pour la promotion du débat public pour que la population soit au courant de ce qui se passe dans le secteur des ressources naturelles. Le 4e axe était relatif au processus de validation que tu viens de dire. Et le 5e, qui est particulier, c'est une nouveauté, c'est l'axe de la lutte contre la corruption. Donc, nous avons mis en marche ce plan de travail. Et là, nous sommes, comme tu viens de le dire, vers la fin du processus de validation que nous pensons terminer bientôt avec un score élevé. Ce serait dans le meilleur des cas une très bonne chose, mais laissez-moi poser quelques questions pour avoir plus de précisions. Alors, pour ceux qui nous suivent, l'ITIE, quand vous travaillez pendant l'année, vous publiez un rapport. Dans ce rapport-là, qui est vraiment un acte clé de votre action, vous élevez, vous montrez en fait ce qui a été perçu et ce qui a été déclaré. Alors, je vous pose une question. Il semble que, ou il ne semble pas, que c'est simplement un rapport. Donc, vous vous contentez simplement de faire un rapport qui n'a pas d'impact immédiat dans la gouvernance. Quels sont les liens, et c'est la question, quels sont les liens organiques entre les rapports de l'ITIE et les décisions de l'État? Merci beaucoup Willy, mais j'aimerais bien éclairer le public ou le citoyen sur le processus ITIE. Nous devons toujours bien comprendre la norme ou la mise en œuvre de la norme ITIE qui a 3 catégories essentielles. La première, il faut que nous puissions démontrer que les parties prenantes en RDC sont fortement engagées dans le processus ITIE. Deuxième axe, je prends d'abord le dernier, c'est l'impact même de la mise en œuvre de l'ITIE. Et le point milieu, c'est celui de la transparence, de la gouvernance. Pour ce qui est de l'engagement, aujourd'hui, nous pouvons dire, sans être contredit, que le niveau de l'engagement est au-delà même du niveau moyen. Parce que si vous regardez le gouvernement, fortement engagé, les entreprises et la société civile,
qui est généralement le moteur même de l'engagement. Et pour ce qui est de l'impact, aujourd'hui, lorsque vous regardez le code minier ou la révision du code minier, vous trouverez maintenant beaucoup d'articles qui intègrent les questions de la transparence et de la bonne gouvernance. Même le code des hydrocarbures. Si vous allez sur le terrain, et dernièrement, sur les questions de la rédévance minière, vous avez vu le gouvernement prendre un décret pour réguler la collecte et l'affectation de la rédévance minière. De ce point de vue-là, de l'engagement et de l'impact, l'ITE a pris de la mesure. Mais là où nous devons encore travailler plus, c'est sur la catégorie ou la tranche de la transparence. Il y a des niveaux où on a atteint un niveau très élevé et il y a des questions où nous devons travailler de manière très rapprochée avec les parties prenantes pour améliorer la transparence dans le secteur. Oui, nous pouvons voir les questions les plus nouvelles, c'est sur là où on a un peu beaucoup plus de difficultés. La question liée à la propriété effective et les questions de la gouvernance de la rédévance minière. Mais sur les autres points, on a un niveau très très élevé. Évidemment, vous venez de dire que les écarts sont gérés. Vous avez une satisfaction par rapport à la gestion des écarts? La question de l'ITE, c'est vrai qu'à la naissance de l'ITE, nous parlions de publier ce que vous payez et publier ce que vous recevez. Et là, c'était le matching pour voir est-ce qu'il y a des écarts substantiels entre ce que déclarent les entreprises et ce que déclare l'État. Mais le niveau de la norme a un peu dépassé ce niveau basique parce qu'aujourd'hui, nous étudions aussi le contexte de la collecte de ces informations. Le contexte même de la mise en œuvre du code minier ou du code des hydrocarbures. Mettons toutes ces choses ensemble, nous trouvons qu'il y a un degré élevé sur le niveau des écarts. Si nous constatons qu'il y a des écarts aujourd'hui, nous travaillons avec les institutions de contrôle, avec la Cour de compte, avec l'Inspection générale des finances, l'APLC, la CNRF, pour essayer de voir comment est-ce que ces services pourraient se servir des rapports ITE pour améliorer la gouvernance dans le secteur. Sans oublier que l'inspection même de la DGI, de la DGRAD et l'inspection de la DGDA se saisit toujours de ces informations pour faire le travail au quotidien. Dans l'une des critiques qui ont été faites sur notre République et surtout le secteur minier, on a parlé de la non-publication de beaucoup de contrats miniers. Pouvez-vous dire aujourd'hui à l'opinion publique qu'il n'y a officiellement aucun contrat qui échappe à cette transparence? Est-ce que tous les contrats sont publiés ou bien il y en a encore qui sont sous seing privé? Mais Willy, comme je l'ai dit dans notre ancienne émission, toujours droit à la parole, oui. J'avais dit que quand j'ai pris les fonctions à l'ITE, heureusement j'ai rencontré l'actuel Premier ministre, son Excellence Sama, encore directeur général de la GECAMINE. Il avait facilité que nous puissions publier tous les contrats annexes ou tout ce qui manquait aux éléments à publier de la GECAMINE. Nous avons travaillé de manière très rapprochée. Je dis, et pour la GECAMINE et pour les autres entreprises du portefeuille de l'État, nous avons publié près de 192 documents. Ce sont les contrats, les annexes, tout ce qui manquait. Nous les avons publiés. De ce côté-là, il y a un grand pas qui a été effectué. Et si vous regardez, il y avait 9 contrats emblématiques que la société civile était en train de demander tous les jours. Oui. Nous les avions publiés. Aujourd'hui, la seule question qui reste, ou qui reste pendue, je sais bien que tu as lu le rapport du Fonds monétaire international Bien sûr. qui a acté que la RDC a fait des progrès significatifs dans la publication des contrats miniers, mais qui continue à demander, comme les parties prenantes, que les accords qui ont été signés avec Ventora soient publiés. Bien sûr. De ce point de vue, il y a eu un débat au comité exécutif de l'ITE sur la question et son Excellence la ministre de Mines était très claire. Elle a dit le processus a déjà débuté, mais il y aura transfert de titres que quand seulement elle prendrait des arrêtés de cession des titres pour que les titres puissent revenir au Trésor ou dans le domaine de l'État. Donc, jusqu'à ce jour,
Ces contrats ne sont pas publiés. Ça, c'est pas un contrat, c'est un accord qui a été fait. Mais pourquoi le garder secret? Les parties prenantes veulent qu'on puisse le publier. Mais le gouvernement dit qu'il va le publier quand il y aura transfert de titres. Cela veut dire que l'accord a été pris, cela est vrai, mais le transfert de titres n'a pas encore été réalisé. Ça ne peut se réaliser que quand le gouvernement va signer les arrêtés. Et ce moment n'est pas connu. Et le temps passe quand même. Nous avions été rassurés par son Excellence la ministre de Mines que le processus est en cours et lorsqu'elle prendra les arrêtés, comme vous le savez, le ministère de Mines publie tous les arrêtés sur son site. Et je pense que le processus est très avancé parce qu'elle nous a rassurés. Elle a rassuré que ça sera publié. Mais certaines parties prenantes estiment que, de leur compréhension de la loi, c'est 60 jours après la signature d'un contrat qu'il est publié. Mais pour d'autres, ils estiment que c'est quand il y a passation, il y a cession des titres, qu'on doit publier. Mais nous, notre rôle, en tant que secrétariat technique, c'est que nous appelons toutes les parties prenantes à la divulgation de tous les contrats. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec le gouvernement. Et nous pensons que ça sera bientôt publié sur le site du ministère des Mines. Vous avez évoqué tout à l'heure quelque chose qui demande... Je voulais dire que c'est le seul qui reste d'être publié. Mais tout le reste est publié. Très bien. Vous avez évoqué quelque chose, une différence qui serait intervenue dans les us et coutumes de l'ITIE. Vous faites une différence entre la règle et la norme. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris. Je pense même que vous pensez que nous sommes maintenant dans la norme et non dans la règle. Et pourtant, les deux sont synonymes. Quel est le changement conceptuel que vous opérez sous ces deux concepts? À la naissance de l'ITE, vous savez mieux que moi que nous avons parlé d'abord du livre source, qui a inspiré même la mise en œuvre de l'ITE. On a parlé des principes, des critères et des règles. C'est après l'évolution des règles que on est arrivé en 2013 à la mise en place de la première norme, qui est la norme en 2013, qui a subi une évolution en 2016, et maintenant nous sommes sur la norme 2019. Et chaque fois qu'il y a une mise à jour... Chaque année, on change de normes. Pas chaque année. Est-ce qu'on peut changer les normes? C'est la même norme, mais qui est en train d'être affinée sur certaines questions. Si vous regardez bien, lorsque nous étions en train de parler de publier ce que vous payez, c'était juste des chiffres. Mais nous nous sommes vite rendus compte, Willy, ça ne suffisait pas. Vous et moi, que ça ne suffisait pas. Pourquoi? Il y avait la publication des pas de porte et des royalties, qui n'étaient pas des chiffres dans la nomenclature normale de notre fiscalité. C'est pour ça que nous avions demandé, avec les parties prenantes, que nous puissions publier le contexte de ces paiements de pas de porte, qui sont les contrats. Aussi, nous avons remarqué qu'à un certain moment, la société civile disait que les recettes sont faibles. Mais il faut comprendre pourquoi les recettes sont faibles. C'est pour ça que la notion des données contextuelles, il fallait que nous puissions commencer à collecter la production, les exportations, qu'on l'on puisse collecter les contrats, les titres miniers, que nous puissions les connaître. Lorsque nous avons la maîtrise du contexte, nous pouvons comprendre pourquoi les recettes sont encore faibles. C'est comme ça que maintenant, dans un rapport ITE, vous avez deux parties. La partie contextuelle, qui vous explique le contexte de l'exploitation sur la période, et la partie des chiffres, qui vous montre réellement ce que ça a rapporté à l'État. Donc, c'est pour ça que nous ne disons pas que la norme a changé, mais on l'affine au fur et à mesure. Et la question de la propriété effective, c'est une nouvelle notion. Elle intègre la norme. Maintenant, nous sommes en train de parler de la transition énergétique, de toutes ces questions. Il faut que la norme en tienne compte, parce que chez nous, nous avons des minéraux que nous appelons des minéraux critiques. Quand on parle du cobalt, du lithium, stratégique. Voilà. Donc, ce sont des questions qui évoluent avec le temps
pour lesquels la norme doit faire un effort pour les intégrer. Et qui édicte la norme dans le cadre de l'ITIE? C'est une norme internationale. Ce sont les parties prenantes à l'ITIE, dont la RDC et la société civile du monde entier, les entreprises et les gouvernements. Ensemble, nous continuons à travailler sur la norme. Vous avez évoqué tout à l'heure l'émission que nous avons faite il y a quelques mois. Et au cours de cette émission, vous étiez quand même assez réservé sur un certain nombre d'opérateurs qui ne se pliaient pas aussi simplement à l'ITIE. Et vous avez cité quelques entreprises chinoises. Aujourd'hui, vos rapports se sont améliorés ou se sont détériorés. La participation de ces entreprises à la divulgation des données est-elle effective? Quelle est votre appréciation du chemin parcouru? Vous savez, le rôle de l'ITIE ou du secrétariat technique, c'est un rôle catalyseur. Nous avons toujours des très bons élèves, des bons élèves et des mauvais élèves. Nous ne pouvons pas commencer à stigmatiser les gens sur le plateau disant que sont des mauvais élèves. S'ils sont mauvais, nous devons jouer notre rôle. Vous n'êtes pas des pasteurs non plus. Non, vous devez dire la vérité. Nous devons jouer notre rôle de les accompagner pour les ramener. Donc je comprends qu'ils sont mauvais. Non, le problème c'est que tous ne sont pas mauvais. Quand on dit un mauvais élève, il ne faut pas le chasser à l'école. Il faut plus avoir de l'attention particulière sur cet élève pour qu'il puisse rattraper les autres. C'est ça le rôle du secrétariat technique. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des entreprises citoyennes qui, sans aucun effort, sollicitent même qu'il faut que nous puissions avancer vite. Il y a des entreprises qui nous appellent. Ils disent, mais ça fait très longtemps que nous avons fait la déclaration à l'ITIE. Nous disons que le cycle est en marche. Mais d'autres attendent que nous les appelions. C'est pour dire qu'il y a des entreprises qui ont déjà intégré en elles-mêmes des structures de transparence et de bonne gouvernance et qui cherchent même à avancer vite. Mais d'autres, il faut que nous puissions frapper à la porte. Alors, dans le cas où, comme je sens que vous ne voulez pas stigmatiser certaines entreprises, je comprends très bien. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de les encourager à venir travailler avec nous. Mais alors, maintenant, par rapport à la divulgation, enfin, par rapport au respect des normes de l'ITIE, quelles sont les entreprises, sinon ne les citez pas, mais indiquez-moi quand même les secteurs où il y a de la résistance. Vous avez déjà que vous envoyez vos demandes de déclaration, ces entreprises n'ont jamais répondu. Je ne peux pas dire qu'une entreprise n'a jamais répondu. Pourquoi? Parce que, vous savez, à l'ITIE, nous utilisons toujours la puissance publique pour recevoir l'information. Je ne vois pas une entreprise en RDC refuser de fournir son information au gouvernement. Je n'en vois pas jusque-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des entreprises qui peuvent traîner les pieds. Et là, nous avons le devoir de les accompagner, de les assister. Mais donc, nous sommes devenus transparents si c'est comme ça. C'est pour ça que je suis en train de dire que le niveau est élevé. C'est-à-dire que nous avons fait un travail de fond pour amener les entreprises à comprendre que c'est en leur avantage de travailler pour la transparence et la gouvernance. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous avez ajouté à vos compétences actuelles une des compétences, notamment la lutte contre la corruption. Qu'est-ce que vous faites dans ce secteur-là? Comment vous faites? Il y en a tellement des structures qui luttent contre la corruption, mais la corruption, elle est toujours là, elle se porte très bien, et là, nous gagnons en galon dans ce pays. Vous savez que l'ITIE, c'est une banque de données immensement riche en données sur le secteur extractif. Ce sont ces données que nous exploitons pour pouvoir remettre les institutions qui doivent lutter contre la corruption au parfum de toutes les informations. Nous travaillons avec la Cour de compte, avec l'Inspection générale des finances, la CNRF, qui est la cellule nationale de renseignement financier, et l'APLC, pour voir comment est-ce que ces institutions peuvent utiliser les données disponibles à l'ITIE, donc les contrats, la connaissance de tous les titres miniers, même les flux financiers liés aux contrats et à la fiscalité, avec les flux matières de nos exportations, pour essayer de trouver là où il y a des anomalies, pour essayer de faire un contrôle approfondi. L'ITIE n'a aucun pouvoir coercitif. Mais nous essayons de travailler de manière très rapprochée avec ces services pour qu'ils utilisent les données de l'ITIE
afin de lutter d'une manière efficace contre la corruption. On ne s'arrête pas seulement là-bas. Pour la corruption, je ne vois pas comment. On ne s'arrête pas seulement. La corruption, c'est une affaire d'information. Je vous donne un cas, vous allez les schématiser pour me répondre. Voilà une entreprise minière qui est inspectée qui fait une déclaration, qui se fait aider par un agent des impôts pour minoriser sa déclaration. Nous le savons. Il y a cet opérateur qui, à l'importation, qui se fait aider par un inspecteur de la DGDA pour minoriser tout cela. Mais quand ils font leur déclaration, elle est correcte parce qu'elle correspond à ce qu'ils ont réellement payé, même s'ils ont été aidés en cela par des inspecteurs véreux. Comment vous pouvez deviner qu'il y a de la corruption là? Je suis en train de l'expliquer de manière claire. Oui. Lorsque nous connaissons le contrat, nous savons que cette entreprise devra travailler dans son étude de faisabilité. Il y a telle réserve, et tout ça, tout est connu. En fonction de ces réserves, de la production ou des usines installées, nous connaissons les capacités. Lorsque nous donnons toute cette information à une institution de contrôle, elle peut faire un croisement de toutes ces informations. Elle va découvrir qu'il y a des anomalies. Comment une entreprise qui exporte 100 000 tonnes de cuivre n'importe que quelques litres de ceci ou de cela. Ce sera anormal. Soit une entreprise qui exporte 10 tonnes de cuivre, mais importe des milliers et des milliers de carburant. On va dire qu'il y a une anomalie quelque part. C'est pour ça que nous mettons toute l'information à la disposition de ces services. Ils peuvent croiser, ils trouveront que non, il y a des anomalies à tel endroit et ils peuvent se focaliser pour aller découvrir qu'il y a des actes de corruption là-bas. C'est comme ça que nous travaillons avec ces institutions. Généralement, dans la dissémination de vos rapports, vous utilisez je ne sais pas quel est le terme, là je l'ai oublié un peu, mais vous utilisez des consultants extérieurs. C'est parce que vous n'avez pas confiance au cadre de l'ITE? Non. C'est pourquoi alors? Il y a quelques rapports que ce sont les experts de l'ITE qui l'ont élaboré, mais généralement, nous devons recruter un administrateur indépendant. Vous savez que ce sont des données qui sont déclarées par des parties prenantes. Il y a les entreprises et le gouvernement. Mais il faut mettre en place quelqu'un qui a la confiance de tous, un administrateur indépendant, qui n'a pas de collision ni avec les entreprises ni avec l'État, qui donne une opinion indépendante sur la chose, afin que quand les parties prenantes de l'ITE vont analyser, ils vont se baser sur l'opinion indépendante pour dire qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et ça, c'est parce que nous voulons avoir un rapport dont les données sont exhaustives et fiables. Et que ce soit des données qui soient opposables à tous lorsqu'on va les utiliser pour des contrôles. Revenons à un autre secteur sur lequel on ne parle pas beaucoup, les hydrocarbures. Tout va bien là-bas? Le processus, vous savez d'abord, lorsque nous comparons le secteur des mines et le secteur des hydrocarbures, en nombre d'opérateurs, vous voyez que il n'y a qu'un opérateur. Il n'y a qu'un opérateur. Ce qui fait que même les écarts, lorsque vous regardez, le secteur des hydrocarbures présente très moins d'écarts. Et si on n'avait que ce secteur, avec le seul opérateur, la RDC aujourd'hui serait un pays transparent. Est-ce que vous pouvez Et c'est que nous disons, le problème c'est quoi? Il faut toujours que nous puissions alimenter le débat public. Lorsque nous publions la production et l'exportation du secteur des hydrocarbures, nous publions les flux financiers, nous publions ce que l'entreprise paye aux communautés qui sont impactées, nous alimentons ça. Nous voulons que le citoyen, le journaliste que vous êtes, puissiez utiliser ces données pour alimenter le débat public. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, on doit faire un effort tous pour améliorer la gouvernance. Ce que nous voyons, toutes ces informations sont sur notre site. Nous les publions. Nous faisons des disséminations en nous appuyant même sur la société civile pour aller faire la dissémination. Mais nous sentons que le citoyen
prend un peu du retard pour utiliser toute cette information. Il faut qu'il y ait Internet, il faut qu'il y ait l'électricité. Il y a tout ça. Non, nous descendons sur le terrain et nous utilisons les radios communautaires pour que l'information puisse arriver aux communautés qui sont impactées. Et les secteurs du bois, celui-là, j'ai entendu qu'il y a énormément de désordre. Quelle est votre approche? Si tu regardes le plan d'action qui a été approuvé par le comité exécutif de l'ITE, nous sommes en train d'intégrer le secteur forestier et le secteur minier artisanal. Déjà là, pour le secteur forestier, nous avons déjà recruté 2 administrateurs indépendants. Un pour le rapport de cadrage, qui va servir à produire un rapport de réconciliation de l'ITE. Ils sont déjà recrutés et nous sommes en train de nous préparer pour descendre dans les 9 provinces qui sont couvertes par la forêt. Et je pense, avant la fin de cette année, nous allons avoir un rapport du secteur forestier. Et parallèlement, nous sommes en train de travailler sur 3 rapports du secteur artisanal, minier. Nous aurons un rapport sur le secteur cuivre-cobalt, dans le sud, un rapport sur les 3T et or, dans l'est, et un rapport sur le secteur du diamant. Donc, les 3 rapports, nous allons les avoir aussi d'ici la fin de l'année. Cela montre que, comme nous avons déjà maîtrisé le secteur industriel, les parties prenantes ont jugé bon de faire un élargissement du périmètre, atteindre le secteur forestier et le secteur minier artisanal. Nous allons, malheureusement, le temps nous est imparti. Ça va tellement vite que les questions pleuvent et que vous répondez tellement bien et rapidement aussi. Je voudrais quand même revenir à un secteur minier, mais à un domaine qui devrait normalement intégrer l'ITE parce que c'est des fonds importants. Nous en avons un tout petit peu parlé au début, mais je reviens quand même sur les entités territoriales décentralisées par rapport à la redevance minière. Ces personnes reçoivent, pas ces personnes, mais ces entités reçoivent des fonds. Est-ce qu'elles sont obligées ou elles ont déjà commencé à déclarer ce qu'ils reçoivent des entreprises minières? Parce que c'est directement dans les comptes de ces entités-là que ces fonds vont. Est-ce que vous avez commencé ce travail? Oui, nous avions lutté ensemble. Lorsque le code 2002 est sorti en 2002, il y avait la question de la rétrocession. Comme la rétrocession, elle ne suivait pas, nous avons travaillé tous ensemble dans les commissions de la révision du code minier. On a intégré qu'on doit commencer à payer dans les comptes désignés des ETD et des provinces. En 2018, de 2018 à ce jour, on a commencé à payer. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Le rapport ITE qui a été publié sur la période, malheureusement, il y avait les 2 années de la pandémie à Covid, nous avons fait un rapport assoupli. Bien qu'ayant fait un rapport assoupli qui n'a pas intégré les ETD comme partie déclarante, mais les entreprises et le gouvernement avaient quand même déclaré, le gouvernement central avait quand même déclaré à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec toutes les ETD. Nous avons même fait une étude thématique pour essayer d'avoir une idée nette de ce que toutes les ETD ont perçu de la redevance minière de 2018 à 2020. Donc, on a analysé, on a publié une étude thématique. Nous avons vu combien les ETD ont reçu, mais il y avait des faiblesses là-bas parce que certaines ETD n'étaient pas préparées, n'avaient pas de plan de développement local pour une bonne affectation de la redevance minière. Il y avait un problème de la gouvernance à ce niveau-là. C'est pour ça que les parties prenantes ont travaillé pendant plusieurs séances. Aujourd'hui, son Excellence le Premier ministre avait pris un décret pour normaliser tout ce qui se passe dans les ETD et dans les provinces sur la collecte et l'affectation de la redevance minière. D'ici la semaine prochaine, nous serons dans le Haut-Katanga, dans le Lolaba et nous irons dans le Haut-Tsouélé pour vulgariser ce décret sur la gouvernance de la redevance minière. C'est un problème qui nous tient à cœur, nous les parties prenantes à l'ITE. Le gouvernement a pris un décret et nous allons le vulgariser et nous pensons que c'est une question qui est en train de s'améliorer très vite. Mais le rapport que nous avons montre qu'il y avait beaucoup de faiblesses dans la gouvernance de cette redevance minière au niveau des ETD. Mais nous sommes en train de collecter les données de 2020
Et de 2021, nous avons remarqué déjà que il y a la mayonnaise qui commence à prendre déjà. Et que voilà. Très rapidement, vous y revenez parce que c'est comme un détail. J'ai des doutes que vous puissiez maîtriser bien le secteur artisanal. Vous voulez lui donner la légitimité qu'il ne faut pas, alors que tout le monde pense, pas tout le monde en tout cas, une certaine opinion pense que l'État congolais devrait décider carrément d'arrêter l'exploitation artisanale, qui est à l'origine non seulement de la paupérisation des gens, mais même des entités, mais surtout aussi à la base de l'insécurité, parce que l'ensemble des sites miniers où il y a la production artisanale à l'est du pays sont des sites à conflit. Vous, en vous approchant du secteur artisanal, vous lui accordez encore quelques années de sursis? Willy, c'est vrai que quand je regarde de par le monde entier, je n'ai pas vu le secteur artisanal apporter du développement durable. C'est vrai, mais il y a des faits. Nous sommes dans notre pays avec des millions d'exploitants artisanaux. Qu'est-ce que nous faisons? Si vous arrêtez le secteur artisanal, est-ce que vous avez une alternative? Mais cela veut dire qu'on ne peut pas le faire. C'est le chaos. C'est que nous devons faire aujourd'hui. Si vous dites que nous fermons, vous allez vous retrouver dans les années 82, comme à Katekelai, dans le Kasaï, où le gouvernement a décidé qu'on arrête le secteur artisanal. Il y a eu des fusillades. C'est-à-dire que nous devons prendre le taureau. C'est que le gouvernement reconnaît sa faiblesse. Non, ce n'est pas une faiblesse. Mais des jeunes ne vont plus à l'école. Des maladies endémiques sont en train de revenir. Oui, tout ce que vous ne voyez pas tout ça. C'est une question de gouvernance qui doit être prise en charge avec le temps. Ce n'est pas en cliquant les doigts. Non, mais la volonté. Écoutez, là, la volonté est là. Pourquoi? Parce que le gouvernement veut d'abord formaliser. Comprendre, formaliser. Et le travail que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire la photographie. Nous sommes en train de faire la photographie de la gouvernance du secteur. Pour que les décisions soient prises de manière convenable, il faut d'abord avoir la vraie photo de ce que le secteur minier artisanal avant de décider. Ou sinon, vous allez décider sur quelle base. C'est ça le problème. Aujourd'hui, vous et nous disons que presque 20% du cobalt provient du secteur artisanal. Mais on n'a pas des vraies statistiques. On n'a jamais fait la photographie. C'est que nous voulons faire. Même si le gouvernement devra prendre une décision courageuse demain, il faut d'abord avoir la photographie. Je suis d'accord avec et vous. Puis dire que sur base de ça, je vais à droite ou à gauche. Mais vous savez bien que les industriels ont des problèmes aujourd'hui dans la commercialisation de leurs produits. Parce qu'on pense que certains produits qui viennent du Congo viennent des zones où on exploite les enfants et les femmes. Vous savez cela. C'est pour ça que nous devons faire un rapport. C'est pour ça que nous devons faire un rapport pour donner la vraie image. Aujourd'hui, on peut dire qu'on exploite les enfants, les femmes enceintes et tout ça. Cela peut être vrai. Maintenant que nous faisons le rapport, il faut que toutes ces informations-là montent pour alimenter la décision politique. Aussi longtemps que ça restera des rapports de certaines ONG ou de certaines personnes, nous ne savons pas pourquoi est-ce qu'ils le font. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons que nous puissions faire un rapport qui inclut tout le monde. Et tout le monde aura la même lecture de la photographie que nous aurons fait du secteur artisanal pour améliorer la Nous sommes arrivés à la fin de Droit à la parole aujourd'hui. Ça a été vraiment animé, mais je voudrais vous demander dans 3 secondes quel espoir vous formulez aujourd'hui pour que notre pays arrive à cette validation par rapport à la norme. Quels sont vos espoirs? Vous êtes à quel niveau d'espérance? Bon, nous savons que le travail qui a été fait est très appréciable parce que si vous regardez les partenaires qui nous accompagnent, le Fonds monétaire et la Banque mondiale, lorsque ces partenaires nous ont jugés, nous avons eu de l'appui budgétaire. C'est déjà très positif, c'est un signal fort que la RDC a amélioré sa gouvernance du secteur extractif. Et moi, en tant que technicien, je dis que les efforts sont énormes et bientôt, nous aurons
un résultat très favorable pour la RDC. Nous croisons les doigts et nous espérons que la gouvernance minière va s'articuler autour d'un succès dans les jours qui viennent et nous remercions beaucoup. C'est un processus. Voilà. Il faut se dire qu'on va le consolider après plusieurs années. Nous vous remercions d'avoir été à la parole en espérant que nous allons nous retrouver et il faut revenir régulièrement ici pour pouvoir non seulement donner des informations mais palper aussi les doigts du pool national. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Droit à la parole. J'ai vraiment été heureux d'être avec vous et je vous reformule le désir que je puisse vous retrouver à une prochaine occasion, exceptionnellement dans cette émission qui a quand même connu le concours d'un homme dans l'ombre. Je vais quand même le saluer, Joël Nginda Voandou, qui nous a beaucoup aidé à mettre en place cette émission et elle vous est arrivée dans des conditions, j'espère, agréables, belles à voir, belles à entendre.